Et on continue de parler de cette annonce. Il en a fait beaucoup, enfin des promesses d'annonce, des intentions d'annonce. Absolument, Philippe, approchez-vous de votre petit micro, voilà. Alors, oui, c'était le micro qui était... bon, non, mais c'est très habile de la part de Gérald Darmanin de mettre la pression dans cette période où il y a peu d'actualité, où il est sûr que ses propos vont trouver un large écho dans une actualité qui est beaucoup plus calme depuis Noël. L'inconvénient, c'est que déjà le terme place nette, en matière de drogue, les opérations place nette, leur bilan a été quelque peu discuté parce que c'est spectaculaire, ça impressionne pendant quelques jours, mais ça n'a pas permis de beaucoup démanteler de points de deal en réalité qui se sont reconstitués ici ou ailleurs assez rapidement après les opérations place nette. Et donc je crois que l'activisme... 313 opérations précisément, Philippe Guibert, et effectivement c'est ce que William Molinet nous disait ce matin, ça mobilise beaucoup de monde pour ça mobilise beaucoup de moyens pour des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur. Oui. Et en écoutant votre invité, qui lui connaît précisément le fonctionnement des prisons, on voit aussi que de vouloir faire des intentions d'annonce comme ça, ça demande à être bien préparé pour ne pas faire des choses qui finalement seraient coûteuses et inefficaces, et que le travail qui est indispensable, tout le monde en est d'accord évidemment, pour nettoyer les prisons, notamment pour les trafiquants de drogue. On sait alors il faut essayer quand même. Il faut essayer, mais enfin il faut essayer de faire des choses efficaces et qui tiennent dans la durée. Si le simple fait d'en parler condamne déjà les résultats de l'opération, j'ai du mal à suivre. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, moi j'ai une vraie question sur le fond, sur les téléphones portables, puisqu'on m'explique depuis des années que maintenir les téléphones portables, autoriser les téléphones portables dans les prisons, ça permet de garder le calme, d'apaiser un peu la paix sociale. Est-ce que l'on change complètement de pied? Est-ce qu'on va supprimer et piquer tous les téléphones portables, avec les risques donc éventuellement d'un réchauffement des esprits dans les prisons ou pas? C'est la question que j'aurais posée au ministre si j'y avais été autorisé. Mais c'est une bonne question, d'autant plus que il faut penser aussi à l'administration pénitentiaire. Votre invité en a parlé un tout petit peu. Je me souviens quand j'avais des postes à responsabilité dans la communication gouvernementale, les campagnes qu'on faisait pour recruter des agents pénitentiaires étaient parmi les plus difficiles, parce que c'est un métier mal payé, c'est un métier ingrat, c'est un métier très dur. Et qui est devenu à risque, je vous le rappelle. Et qui est à risque. Et donc, si on veut se lancer dans le type d'opération que décrit Jean-Claude, il serait bon, auparavant, de renforcer l'administration pénitentiaire, parce que il faut être capable de tenir le choc. Si vous remettez en cause les conditions de la paix sociale très relative qui règne on leur laisse le téléphone portable ou pas? Jean-Claude Oui, mais c'est une politique, Jean-Claude. C'est pas simplement une politique. Ça doit mettre des moyens avec des fins, et pas simplement se contenter de comme ça fait 40 ans qu'on la met pas en place, la politique. Oui, mais il faut pas annoncer que des bonnes intentions. C'est que eux vous disent, mais ils n'ont même pas les moyens d'assurer notre propre protection, notamment les extractions très dangereuses. C'est vous qui me parliez tout à l'heure pendant la publicité. Je vous rappelle que Mohamed Amra, oui, je crois que c'est bien d'en reparler, parce que je crois qu'il faut en parler à chaque fois qu'on parle du problème dans les prisons, parce qu'il y a eu 2 agents pénitentiaires qui ont été tués, et on n'a toujours pas remis la main sur M. Amra. C'est une vraie blessure. Semble-t-il. Les informations officieuses disent que c'était probablement un règlement de compte entre trafiquants de drogue, c'est bien possible, et qu'il a été d'une certaine manière kidnappé, et que son sort appartient aux aux personnes qui l'ont kidnappé. D'où peut-être l'absence de nouvelles de ce personnage qui était un trafiquant de grande légèreté vis-à-vis des agents pénitentiaires, sans débarrasser, les tuer de cette façon, ça paraît incroyable. Je dis pas que ça signe automatiquement le fait que ceux qui tenaient le pistolet étaient probablement des grands trafiquants de drogue ou des trafiquants de drogue importants, mais tout de même, c'est vrai que vous avez raison, ça pose quand même la question de la suite. Jean-Claude, on a affaire, vous le savez bien, à des véritables mafias, bien sûr. dont les moyens financiers
matériels, en termes d'armes, en termes de violence, sont considérables. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec la vieille criminalité. Et donc, nous sommes passés dans une autre dimension de la mafia et de la violence avec les trafics de drogue. Il faut que les moyens de l'État et les réponses de l'État s'adaptent à cette nouvelle situation qui n'est plus celle il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'il faudrait faire, c'est construire des prisons vite, vite et vite. Parce que les nouvelles dont tu as parlé hier, je crois, Monsieur Darmanin... C'est pour les courtes peines. Pourquoi pas ? C'est pas idiot du tout, au contraire. Mais Jean-Claude Dacier, une nouvelle prison, ça coûte très cher. J'ai le chiffre en tête, c'était entre 150 000 et 190 000 euros la cellule. Donc on ne fait pas. Ah non, mais attendez, je ne suis pas ministre. Et puis aujourd'hui, cher Jean-Claude, il faut que les maires acceptent. Et tu sais très bien que de nombreux maires, y compris quelle que soit leur couleur politique, c'est pas que des maires de gauche. Quand l'État le souhaite, il le fait. Quand l'État le souhaite... Il a fait des autoroutes sans difficulté. La preuve, c'est qu'on va les faire. Les 15 000 places, on les fera avec 15 ans de retard, mais on va les faire. Mais il y a des fortes mobilisations de la population contre l'installation des prisons. Oui, toujours, bien sûr. Il y a un maire à un an des municipales. Il faut choisir. Il faut choisir, mais à un an des municipales, je vois pas beaucoup les maires se mobiliser pour accueillir. Vous n'êtes pas un optimiste, vous, hein ? Non, faisons-les après. J'essaie d'être réaliste. On a besoin de prison, oui ou non ? Oui. Alors, il y a un centre, j'avais eu l'occasion justement de visiter un centre national d'évaluation de la radicalisation à Vendin-le-Vieil, dans le Nord. Ça a coûté des millions, 30 millions précisément. Vous savez combien de détenus sont passés en 3 ans là-bas ? Pas du tout. 11 détenus. Oui, ça fait pas il est flambant neuf, il est vide, il y a une salle de sport, il y a tout. Le centre est vide, ça a été installé sous Dupond-Moretti. Je ne sais pas pourquoi. Alors il y a une affaire apparemment de juges qui estiment que c'est pas vraiment utile de les envoyer là-bas à la fin de leur peine, mais je vous assure, c'est édifiant. Intéressant. Ça se passe où ça exactement ? À Vendin-le-Vieil, c'est une prison de haute sécurité qui est située dans le Nord. C'est un quartier où on envoie les détenus qui ont été radicalisés. Où ils y vont tous les 6 mois, ils y retournent à la fin de leur peine pour évaluer leur dangerosité, et il est vide, ce centre, vraiment. C'est intéressant, encore une bonne question pour Monsieur Darmanin. Il y a du boulot, décidément. Apparemment, il est en passe d'être fermé. Ce qui est intéressant chez Darmanin, c'est qu'il veut changer un peu de philosophie pénale. Oui, je crois. C'est-à-dire de se dire que, notamment pour les très jeunes délinquants et les primo-délinquants, il faut une peine rapide. Fut-elle pas très longue, mais il faut une peine de prison rapide. C'est ce qui a été fait aux Pays-Bas avec un certain succès, et dans d'autres pays, je crois, scandinaves. Et donc ça, je trouve que c'est une politique intéressante qui suppose quand même de voter une loi, mais peut-être Monsieur Darmanin peut-il trouver, et Monsieur Bayrou peuvent-ils trouver une majorité sur ce sujet-là, ce qui permettrait d'avoir des alternatives à la prison lourde, si j'ose dire, qui, comme vous le disiez, Stéphanie, est coûteuse, qui, comme je le rappelais, suscite beaucoup d'opposition de la part des élus locaux. Peut-être que là, on a une alternative pour décharger les prisons de jeunes délinquants, de primo-délinquants, pour qui ça sera souvent une école de la récidive, et de les sanctionner quand même, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont pas sanctionnés. Mais Philippe Guibert, il faut changer tout le paradigme en profondeur. Aujourd'hui, vous le savez, évidemment, on ne peut pas emprisonner les peines de moins d'1 an, on ne peut plus les prononcer. Non. C'est quoi ? Il faut détricoter la loi 20 ans de loi. Dans ce sens, et la pratique des juges va aussi dans ce sens, parce qu'ils font de la gestion des places de prison. Ils font de la gestion carcérale. Ils font de la gestion carcérale, ce qui est un vrai problème. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a du boulot, encore une fois, pour le ministre. Mais moi, je répète ça parce que Monsieur Migaud, avant de partir, a dit « J'ai chargé une partie de mes équipes, de son cabinet, d'examiner ce que l'État possède ici ou là, et qui est vide à l'heure actuelle, et qui pourrait être recyclé, et qui pourrait éventuellement être récupéré, après quelques travaux peut-être, pour accueillir, parce qu'à l'heure actuelle, les centres administratifs sont vides, sont pleins, je veux dire. Il n'y a pas de place. On a encore remis... Il y a 2 OQTF. Oui, allez-y, vous allez en parler. Absolument. 2 OQTF qui s'étaient illustrés dans le braquage d'une pharmacie, je crois. Braquage de pharmacie, la nuit, en cassant à la moitié de la pharmacie. Incroyable. OQTF. S'il vous plaît, messieurs, la sortie, on n'a pas de place pour vous le dire. Les centres de rétention sont pleins. C'est une situation que les Français, le mot j'en tire juste une modeste et petite
leçon politique, mais ça va se traduire dans les urnes. Bah, bien sûr. Très rapidement. Les Français les urnes, ne à le condition supportent plus. qu'on Moi, je ne veux même respecte pas les m'interroger sur les bienfaits ou non bienfaits des petites peines. Je dis simplement que les Français, majorité en tout cas de Français, ne supportent plus la petite délinquance qui les met en danger eux-mêmes. Et qui n'est pas sanctionnée. Alors, qui ne sont pas sanctionnés. Avec un sentiment d'impunité. Vous pouvez peut-être, mon cher délétère, avec les conséquences que tu indiques. Justement, là, François Bayrou va en ce sens en ayant nommé le duo, le tandem plutôt idéologiquement cohérent, Retailleau-Darmanin. Je l'ai dit très vite, ça me paraît être en effet un alliage, un ensemble, un duo qui soit plein de promesses, mais on a tellement été déçus sur la politique régalienne du pouvoir de M. Macron que je me méfie maintenant beaucoup, parce que je sais que lui et le Premier ministre sont quand même très proches, même s'il y a eu quelques mots désagréable au moment de la nomination. Je pense que le président de la République n'est pas un maniaque des courtes peines. On verra les résultats. En tout cas, le Premier ministre l'a dit publiquement. Oui. Oh, bah, c'est mieux qu'il l'ait dit publiquement. Je t'entends et j'espère. C'est mieux qu'il l'ait dit publiquement qu'il ne l'ait pas dit du tout. Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier, restez avec moi. Et mes chroniqueurs, et on parlait avec eux donc de Gérald Darmanin qui avait, pardon pour le jingle, mon cher Hugo, Gérald Darmanin qui avait des bonnes intentions pour les prisons. Il va aussi se rendre à Marseille. Lui, l'artisan des opérations Place Nette en tant que ministre de l'Intérieur, avec des résultats plutôt mitigés. Alors c'est vrai que il faut rendre aussi hommage à la police qui a quand même doublé le nombre de saisies. Ça aussi, il faut le préciser. Mais c'est vrai que ces Places Nettes, elles n'ont pas été très efficientes, Philippe Guibert. Oui, elles ont été spectaculaires. Elles ont rassuré les habitants pendant une semaine, pendant 10 jours, mais elles n'ont pas permis de remettre en cause la dynamique du marché de la drogue qui est là, qui d'ailleurs se nourrit d'une offre et d'une demande. La demande ne diminue pas, elle aurait même plutôt tendance à augmenter, c'est-à-dire les consommateurs de drogue. Il faut s'en prendre aux consommateurs, selon vous, Philippe Guibert. De plus en plus de Français ont envie de le faire. Disons que la politique en France de répression de la consommation n'a pas marché. Il faut quand même leur regarder les choses en face. C'est extrêmement difficile de s'en prendre aux consommateurs. Vous croyez qu'elle a eu lieu, la politique qui consistait à essayer de chasser les consommateurs? Mais Jean-Claude, c'est une impasse. C'est une impasse, je vais vous dire pourquoi. Peut-être, mais elle n'a pas eu lieu jusqu'à présent. La consommation de drogue se fait dans des lieux privés, donc vous n'allez pas envoyer des forces de l'ordre au domicile des gens pour vérifier. Enfin, je ne le souhaite pas, personnellement. Moi, je suis d'accord. Vous prenez rarement des consommateurs de drogue en flagrant délit sur la chaussée. À l'heure actuelle, ça peut arriver, mais enfin... Sur toutes les terrasses, il y en a un ou deux. Vous rigolez ou quoi? Mais on fume. Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers, Jean-Claude. Vous allez prendre votre café où, Jean-Claude Dacier, voyons. Là où il y a des cafés ouverts, avec des gens branchés. Moi, j'en vois pas souvent. J'en vois pas souvent. Parce que vous restez dans le coin. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas dans les beaux quartiers. Alors que vous connaissez bien le terrain des quartiers où on fume. Je les ai connus dans le temps, oui. Mais je pense c'est vrai que ces opérations Place Nette, c'est souvent la journée. Vous entendez les policiers témoigner, dire voilà, c'est la journée, puis le lendemain, après, il y a un moment où il y a quand même un deal qui se passe entre le narcotrafiquant, même léger, même jeune, même débutant, et le consommateur. C'est à ce moment-là, peut-être, de temps en temps, si vraiment on le décidait, qu'il pourrait se passer éventuellement quelques interpellations et quelques sanctions. Oui, on flague sur le deal. À part une amende, je serais curieux de connaître le bilan des amendes. 135 €, je crois. Ils sont payés peut-être une fois de temps en temps. Ça doit être encore pire que le retour des stationnements automobiles. Mais moi, je crois pas que ce soit ça la solution. Alors, je crois pas Philippe Guibert qui va nous trouver une solution. On va vous écouter. Je suis d'accord avec toi. Évidemment qu'il faut maintenir ces amendes, mais la solution, c'est de renverser la pression sociale sur les personnes qui consomment de la drogue. Comme on l'a fait pour les personnes qui consommaient de l'alcool. Aujourd'hui, consommer de l'alcool, ça se fait de façon beaucoup plus modérée qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans. La cigarette, c'est pareil. La consommation de cigarettes, la société s'est retournée contre les fumeurs. Et donc, le fumeur, je crois qu'il faut faire la même chose pour les consommateurs de drogue. Je pense que ça passe par des campagnes que l'État n'a jamais faites. L'État j'étais dans des fonctions qui m'ont permis de discuter de ça. L'État ne voulait pas mener des campagnes de prévention. Et pourquoi ?
Mais tout ça au nom de l'argument parfaitement hypocrite, pour pas dire faux cul, du fait que c'était des produits interdits. Donc on était en pleine hypocrisie et tartufferie, puisqu'on ne pouvait pas faire des campagnes de prévention contre des produits que beaucoup consomment et beaucoup trop de personnes consomment. Il y a une grande hypocrisie là-dessus, c'est vrai. Les cigarettes, puisque l'État en vendait. Ah, moi, mais depuis, on a fait des choses contre les cigarettes. Depuis 20 ans, 30 ans. Il a fallu pas mal de temps. Si tu es même sur une terrasse où c'est autorisé, les gens te disent, vous allez fumer ailleurs. C'est ça que j'appelle le renversement. Je suis d'accord avec toi sur l'objectif et la politique. Mais c'est 20 ans, 30 ans d'efforts. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais tu as raison. Il serait temps de commencer. Il faut. Je pense que l'objectif est bon. Je suis pas sûr qu'il suffira. Messieurs, vous parliez tout à l'heure de paix sociale dans les prisons. Je vous rappelle que le trafic de drogue, c'est environ, alors c'est à la louche, c'est sûr, 3 à 6 milliards. Ça concerne 240 000 personnes, notamment dans les quartiers sensibles. Oui, mais vous voyez où je veux en venir. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura une offre. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura une offre. Oui, mais ce sont beaucoup de gens qui ne vivront plus de ça. Non, ils font autre chose. Vous savez très bien qu'il y a une forme d'achat de la paix sociale aussi. Quand on vous écoute, on ne peut rien faire. Non, mais j'ai pas dit ça, mon cher Jean-Claude. On laisse les choses en l'état. Il ne se passe rien. Jean-Claude, bien sûr qu'il y aura des inconvénients. On va vous mettre ministre, Jean-Claude Dacier. Non, mais bien sûr qu'il y aura des inconvénients. Ou on décide, ou pas, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, de lutter contre aussi, pas seulement, aussi contre la consommation excessive de drogue dure, et avec les résultats qui seront parfois décevants. Mais globalement, il y a une politique. Et puis tant pis s'il y en a si les trafiquants de drogue restent sur le bas-côté, mon Dieu, tant pis, on va s'en remettre. Non, mais là où Stéphanie a raison, c'est que quand même l'argent qui circule par la drogue, ça permet à des gamins qui sont sortis de l'école, qui ont 16 ans, 17 ans, parfois plus jeunes, de gagner 3-4 000 euros par mois. Il faut essayer d'arrêter. Il faut bien mesurer ce que ça représente pour notre société. 3-4 000 euros par mois, c'est pas loin de 2 fois plus que le salaire médian. C'est 2 fois plus que le salaire médian. Ce n'est pas trop tard. C'est vrai qu'il y a, alors on parle souvent de narco-État, mais c'est vrai qu'il y a vraiment on n'est pas encore tout un système qui s'est mis en place. Absolument, mais on n'est pas encore narco-État, parce que narco-État, c'est le moment où les juges, les policiers, parfois les élus, commencent à être corrompus par le système. Vous avez lu le rapport des sénateurs Blanc et Durin, l'issue de la commission d'enquête ? On est au moment de bascule, c'est-à-dire qu'on peut aller vers le narco-État, c'est incontestable. On n'est pas encore comparable à des pays qui sont devenus vraiment des narco-États. Narco-État plus complètement ruiné. L'avenir est rayonnant. Non, mais c'est vrai que de plus en plus de corruption, la coopération internationale aussi, ça vient de là, parce que c'est sûr que le petit gamin de 13 ans qui fait, comme on dit, une nécessaire politique de fermeté qu'il faut mettre en place, avec les résultats qui seront sans doute décevants au début, mais il n'y a pas d'autre chemin. Mais Jean-Claude Dacier, beaucoup de magistrats vous dites que la politique répressive n'a pas fonctionné sur les consommateurs, elle n'a pas fonctionné. Non, mais même sur les trafiquants. Il faut de la fermeté contre les trafiquants, ça c'est incontestable, mais il faudra aussi développer une politique éducative et sanitaire à destination des consommateurs de drogue. Parce qu'encore une fois, la répression des consommateurs, sauf aller les chercher chez eux, mais là on bascule dans une autre société qu'on ne souhaite pas forcément. Il y a un caractère d'urgence là. Oui, je suis d'accord encore une fois avec toi sur la politique qu'il faut mettre en place et les objectifs. C'est excellent. Simplement, il y en a pour 15 ou 20 ans. Mais là, on est sur un caractère d'urgence où on l'accepte ou on l'accepte pas. Qu'un gamin à Marseille, à 13 ans ou 14 ans, puisse, sans problème aucun, toucher 1500, 2000, 2000, 3000 euros par mois parce qu'il chauffe, il regarde, tiens, hop, il appelle les flics. Bon. Il faut accepter, il faut savoir ce que l'on veut quand même. Quand, encore une fois, sur un marché, quel qu'il soit, tu as une demande forte et de plus en plus forte, tu as du mal à ne pas avoir en face une offre importante. C'est tout ce que je dis, c'est totalement déséquilibré aujourd'hui. Oui, mais je suis d'accord avec cet aspect de fermeté. Mais il n'y a pas que les gamins qui font du chouf, il y a les gamins qui en consomment.
Et par exemple, tu as des gamins qui sont en échec scolaire à cause de la consommation de drogue. Les conséquences, par exemple, c'est pour ça que l'aspect sanitaire est hyper important. Là, on est plus sur le débat de la dépénalisation que le débat de la culpabilisation et de la répression. Je pense que le débat sur la dépénalisation est dépassé, parce que le marché, il y a des spécialistes qui l'ont expliqué. Il y a 15 ans, peut-être que ça avait une chance de produire des effets. Dans plein de pays, on en est là. Enfin, je ne sais pas si vous êtes retourné aux États-Unis dernièrement, mais c'est assez impressionnant. Ça plus ou moins. Mais le débat est dépassé. Je vais vous dire pourquoi, Stéphanie. Parce que le marché de la drogue est devenu tellement souple que si vous légalisez la consommation de cannabis, par exemple, le marché va proposer du cannabis plus dangereux et moins cher que le cannabis qui sera vendu officiellement dans les pharmacies. C'est déjà le cas des drogues de moins bonne qualité, de synthèse. Exactement. Pas pour le cannabis, et donc le débat sur la dépénalisation ou sur la légalisation est légèrement dépassé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un truc massif sur l'éducation des familles quant aux effets de la drogue. Parce que c'est vrai que le cannabis ne tue pas, mais il peut faire des dégâts considérables sur le plan psychologique, par exemple. Surtout sur des jeunes qui n'ont pas un cerveau encore formé. Des effets sur le cerveau qui sont durables. Hein. Et donc tout ça, les familles ne le savent pas. Et c'est le rôle de l'État, du ministère de la Santé, de mener ces campagnes. Je ne parle même pas de la cocaïne ou des drogues de synthèse auxquelles vous faisiez référence. Il reste... Oui, allez-y, Jean-Claude. Non, je voulais juste... ajouter une note encore un peu plus pessimiste pour faire plaisir aux auditeurs. C'est que je ne m'étonne plus beaucoup quand j'entends les régimes autoritaires, que je ne partage pas et que je n'ai aucune sympathie pour eux, mais rigoler en voyant les démocraties se débattre avec les sujets dont on vient de parler. En disant le déclin des pays occidentaux, le déclin des démocraties. Mais vous les avez sous les yeux. Il faut aussi s'interroger sur cet aspect.